Bonjour Guy Carlier. Bonjour Stéphane, Alors bonjour à tous. à votre tour de vous en prendre à Thierry Desmarest, le PDG de Total Fina, Elf. Oui, cher monsieur Thierry Desmarest, je voudrais vous raconter une publicité télévisée. On y voit une jeune fille qui pleure dans sa voiture. Elle est malheureuse, mais l'histoire ne dit pas pourquoi. On lui imagine un amour enfui, ou peut-être la trahison d'une amie, ou bien une de ces petites choses de la vie qui peuvent nous donner envie de pleurer. Peut-être qu'elle vient de voir Giscard à la télé annoncer qu'il n'excluait pas d'être candidat à la présidentielle, ou peut-être tout simplement qu'elle vient d'entendre dans son autoradio Madame Liane Folly hurler sa dernière chanson intitulée Être vrai, une chanson qui nous explique qu'il faut être vrai, se montrer tel qu'on est, une chanson que Liane Folly a enregistrée juste après sa 15e opération de chirurgie esthétique. Bref, on ne sait pas pourquoi, mais la jeune fille est malheureuse au point qu'elle reste là immobile dans sa voiture à pleurer. Et puis tout à coup, on voit un monsieur qui passe une raclette sur le pare-brise juste au moment où elle essuie ses larmes, et on voit dans leur regard que ce synchronisme les étonne et les émeut. Mais voici qu'à nouveau elle est submergée de sanglots, alors le monsieur, bien que le pare-brise soit sec, repasse la raclette comme s'il essuyait symboliquement les larmes de la jeune fille, et ce geste de tendresse et de complicité la fait enfin sourire. À cet instant, une voix off conclut en disant « Total, vous ne viendrez plus chez nous par hasard ». Hier soir, au journal de TF1, on voyait une autre jeune fille qui pleurait et qui racontait qu'elle était sur la rocade à Toulouse lorsque l'explosion de vendredi dernier souffla sa voiture. Depuis, disait-elle, je n'arrête pas de pleurer. Elle ressemblait à la fille de la publicité. Il y avait juste une petite différence. Son visage à elle n'était qu'une plaie. À cet instant, j'ai cru entendre une voix off qui disait « Total, vous viendrez chez nous même par hasard ». Cher monsieur Desmarest, vos publicitaires ont décidément plus de talent que vos services de prévention. Ils n'ont pas le même budget, il est vrai. Dans le même journal télévisé, le préfet a expliqué que l'accident par négligence était sûr à 99%. Pourtant, depuis vendredi, certains cyniques et corrompus à votre botte jouent sur le 1% restant pour faire un amalgame ignoble avec New York. Mais ça n'a rien à voir, vous n'êtes pas un fou, fanatique en turban, vous êtes un type en costume 3 pièces qui chiffrait tranquillement la mort lors d'assemblées générales où vous jouez votre place devant des actionnaires à qui vous montrez fièrement sur un paperboard la diminution de vos coûts d'exploitation. Car là voilà la triste réalité, un paperboard dans un conseil d'administration. Et la petite dame de Toulouse, il faudra bien l'indemniser, ça coûte cher, mais vous savez très bien que ce n'est pas une charge d'exploitation. Ça s'appelle une provision pour risque et c'est déductible de l'impôt sur les sociétés. Alors, jusqu'à présent, monsieur Desmarest, avec l'ERICA, vous étiez un tueur de cormorans, de sardines, sauf Dédé, la sardine, mais aujourd'hui, vous avez des vies humaines sur la conscience et ceux qui essuient les larmes des jeunes filles qui pleurent dans les voitures à Toulouse ne sont pas vos pompistes, ce sont à chaque fois des hommes dignes et solidaires, les mêmes qui allaient passer leur dimanche à gratter des rochers et qui aujourd'hui apportent des couvertures à des Toulousains sans fenêtre. Alors bien sûr, il vous reste le chantage à l'emploi. Si on vous embête, vous allez vous installer à l'étranger et ça c'est imparable et vos employés qui m'écoutent et me maudissent le savent, alors j'arrête. En plus, vous connaissez des terrains pas chers en Italie, à Seveso ou en Inde à Bhopal, parce que chez Total, on n'installe pas ces usines par hasard. Bonjour Guy Carlier. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Votre lettre ce matin est adressée à un petit animal. Oui, il y a des matins comme ça où on n'a pas envie d'écrire aux humains. J'ai écrit un petit loir. Cher petit Loir, je ne te connais pas, je ne sais même pas si tu es un Loir, peut-être es-tu une belette ou un furet, mais on va dire que tu es un Loir parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait des belettes et des furets en Afghanistan. Pourtant, si je ne te connais pas, je connais ta maison. Et permets-moi de te dire que tu n'as pas de chance car le monde entier la connaît ta maison puisque le monde entier l'a vue dans cette vidéo de Ben Laden diffusée par toutes les télés ces derniers jours. On ne voit que ça, ce trou que tu as creusé dans la roche friable juste au-dessus de la Kalachnikov. On ne voit que ton terrier car le réflexe de chacun en voyant ces images a été de chercher un indice permettant d'identifier le lieu où elles avaient été tournées. Et le seul indice, le seul repère, c'est le trou de ton terrier. On imagine les experts de la CIA en train d'agrandir les images de ta tanière et de les comparer avec d'autres terriers d'images satellitaires pour essayer de le localiser. Le monde entier connaît ta maison, mais personne ne s'intéresse à toi, petit Loir, ni à ta famille. Voilà pourquoi ce matin, je t'envoie ce petit mot. Tout d'abord, permets-moi de te féliciter. On voit que tu t'es appliqué pour creuser ce terrier, tu y as mis tout ton cœur, tu y as passé du temps, ça a dû te prendre tout l'été, à griffer la terre entre les pierres pour creuser ce passage.
Tu as emménagé début septembre. Tu étais fier de montrer ce nid d'amour à ta femelle. Elle était ravie, émue, elle a dit « Oh, c'est bien, ça a l'air calme ». Toi, tu lui as fait remarquer que la roche était exposée plein sud et elle t'a embrassé en sautant de joie et en disant « Oh, je suis contente, je suis contente ». Bon. Alors, faussement modeste, tu as regardé tes ongles en sifflotant et puis vous avez inauguré ce terrier en faisant des bébés qui passeront l'hiver bien au chaud avec vous dans un cocooning de 6 mois d'hibernation. Car l'hiver est long en Afghanistan et commence fin octobre. Bon, évidemment, il y a eu un problème pour les provisions. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de noisettes en Afghanistan. Mais à force de persévérance, tu as fini par trouver quelques glands, un peu d'herbe. Mais tu te méfies de cette herbe qui, parfois, te fait tourner la tête. Il paraît que c'est normal, c'est de l'Afghane. Tu aurais bien aimé graver une connerie sur la pierre à l'entrée du terrier, du genre « ça me suffit » ou « domicile adoré », mais ce sont des choses réservées aux habitations des humains, car il faut être intelligent pour écrire des conneries. Quelques jours plus tard, les bébés sont nés, vous étiez en train de les installer dans le terrier lorsque tu as entendu du bruit. Tu as couru à l'entrée, tu as regardé prudemment à l'extérieur et c'est là que tu les as vus, un groupe de barbus armés, et tu as cru t'évanouir lorsque l'un d'entre eux a dit « Tiens, on va s'installer ici, on sera bien, c'est calme et c'est exposé plein sud, comme ça l'image sera bonne pour les vidéos ». Et puis, au fil du temps, tu t'es aperçu que ces nouveaux voisins étaient plutôt calmes, ils passaient leur journée à faire des prières, boire du thé et parler entre eux doucement. Tu commençais à t'habituer lorsqu'il y a quelques jours, un matin où tu glissais ton museau à l'extérieur, tu as vu qu'ils étaient partis. Tu es rentré annoncer la nouvelle à ta femme et elle t'a dit « Au moins maintenant, on est tranquille ». C'est à cet instant précis que ça a commencé. Une première explosion, puis une autre, et puis des centaines. Ça a duré des heures. Ta femme et tes bébés sont serrés contre toi. Tu sentais leur cœur qui battait. Et ta femme t'a demandé « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, il se passe, petit Loir, qu'une armée d'avions est juste en train de te balancer 15 000 tonnes de bombes sur le terrier. Sur ton terrier, ça me suffit. Et que dans les dernières images qu'on a reçues, on ne voit plus le trou dans le rocher. On ne voit plus le rocher non plus. D'ailleurs, les images sont verdâtres, comme si le commandant Cousteau filmait le fond d'une mare avec de temps à autre des lucioles qui tombent dans l'eau. D'après ce qu'on a compris, ça ne fait que commencer. Alors, reste caché au fond de ton terrier, oublie les images verdâtres, serre ta famille contre toi et reste blotti bien au chaud jusqu'au printemps, le temps que les hommes se lassent. Tout à l'heure, je disais que tu n'avais pas de chance. Finalement, c'est faux, tu as de la chance, car nous aussi, on aimerait bien rester au chaud, bien blotti, contre ceux qu'on aime, le temps que les hommes se lassent. Bonjour Guy Carlier. Bonjour François, bonjour à tous. La lettre que vous avez rédigée ce matin, vous allez l'adresser à un motard borgne. C'est ça. Hier, la presse annonçait que le Mollah Omar s'était échappé à moto, les dépêches précisant même qu'il s'était enfui dans des conditions rocambolesques et que des témoins affirmaient l'avoir vu passer le turban flottant au vent. C'est tout juste, s'il n'ajoutait pas, il portait des bottes, des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto, qui partait comme un boulet de canon, semait la terreur dans toute la région. Bon, ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'on a mis en marche, pour arrêter ce type, les armées les plus modernes du monde, dotées des moyens les plus sophistiqués qui soient, des trucs à laser, infrarouge. Il paraît même que les satellites espions parviennent à lire les plaques d'immatriculation. Et pendant ce temps-là, l'autre se balade, turban au vent, sur sa mobilette, avec une queue de renard accrochée au guidon et un autocollant Pantachop sur le réservoir. Bon. Cette image du motard Omar, oui maintenant on peut dire le motard Omar, fait penser à un dessin de Hergé, vous savez dans Tintin au pays de l'or noir, avec le méchant qui s'échappe dans le désert, et puis les gaz d'échappement représentés par un petit ressort. Mais une question se pose, quel type de motard est Omar? A priori, et pour des raisons évidentes, il ne s'agit pas d'un Hells Angels bichonnant sa Harley en buvant de la bière et en agitant la tête d'avant en arrière sur la musique d'Iron Maiden. Non, ça, j'y crois pas. C'est pas non plus le genre à chuchoter sa kawa, à bricoler des heures dans son garage où il aurait accroché au mur des calendriers avec des filles à poil. Les filles à poil, c'est pas son genre à Omar, car voici ce qu'il disait des femmes dans l'une de ses rares interviews, c'est authentique, je cite: de par sa nature même, la femme est un être faible et vulnérable à la tentation. Et c'est vrai qu'en face d'un type borgne qui ressemble à un pied nickelé et qui vit dans une grotte, les femmes sont vachement tentées. Mais revenons à sa fuite en motobécane. Turban au vent, disent les témoins. Bon, déjà, on constate que le Mollah Omar ne portait pas de casque. Bravo l'inconscience. Est-ce que tu te rends compte, Omar, qu'en ne portant pas de casque, tu mets en péril ta propre sécurité? Laisse-moi te dire que l'accident n'arrive pas qu'aux autres. Imagine que ton turban ait été mal fixé par ton épouse. Bah oui, elle voyait mal à cause de la burqa. Bon, voilà. Le truc se déroule, se prend dans les roues et tu meurs comme Isadora Duncan.
Toi, le chef suprême des talibans, trépassant comme une danseuse occidentale à moitié nue, ça la fout mal. Non, mets un casque, Omar, ça te protégera. Ce sera ta carapace de Omar. Non, celle-là, je me vais pas la... Bon. En plus, ton œil unique, ça doit te gêner pour conduire. Si tu prends un moucheron dans le seul œil valide... D'ailleurs, je voudrais bien voir ton permis, Omar. Ça se trouve, tu roules même sans assurance. Hier, j'ai téléphoné à la Matmut, ils ont rien au nom de Mollah Omar. Bon. Il est possible que tu sois assuré chez MMA, parce que comme tu as pas mal d'ennuis en ce moment, et qu'avec MMA, plus de tracas, bon, ça peut t'arranger. Mais imagine, Omar, que tu te fasses arrêter. Bon, on connaît les chefs d'inculpation principaux, mais si on rajoute à ça conduite sans casque, sans permis et sans assurance sur une moto dont on se demande si elle t'appartient vraiment, alors là, tu risques gros. Finalement, il existe une solution évidente pour arrêter le motard Omar. Pas besoin de l'aviation américaine, de commando anglais, ni du porte-avions Charles de Gaulle. En plus, c'est un porte-avions pour arrêter la moto. Bon, vrai. Non, virez tout le monde et envoyez là-bas une simple estafette de la gendarmerie française, avec 2 pandores moustachus et chemisettes bleues. Et là, je vous assure qu'avec eux, un type sur une moto en turban se prénommant Omar et roulant sans permis et sans assurance est certain de se faire arrêter au premier carrefour. Bonjour Guy Carlier. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Ce matin, vous adressez votre lettre au président candidat. Eh oui, il ne pouvait pas en être autrement. Monsieur le président candidat, autant vous le dire tout de suite, contrairement aux commentaires que vous allez entendre ici ou là, je vous ai trouvé très bon hier soir. D'abord, votre tenue, ce costume au pantalon remonté sous les aisselles, cette veste ouverte sur une cravate descendant jusqu'à terre, il y a là quelque chose de rassurant. Au moment où ces gars-là transforment bêtement Jospin en Minet, vous venez à la télé habillé comme si vous alliez à un banquet d'amicales boulistes. Et puis, comme une caméra vous filmait de 3/4 arrière, on voyait sous le bureau vos 2 grandes cannes maigres et nerveuses qui s'agitaient, mais nous y reviendrons. Au début, PPDA, voulant éviter d'être taxé de complaisance, s'est déchaîné. Il vous a attaqué d'entrée en disant « Votre candidature met fin à une situation hypocrite, à ces réunions clair-obscur à l'Élysée. Est-ce cet abcès que vous avez voulu crever ?» Là, comme un boxeur surpris, cueilli à froid par une droite au menton, vous avez marqué un temps de surprise, un temps de suffocation, et aussitôt, votre jambe s'est mise en action. Votre jambe gauche qui commença à bouger tout d'abord sporadiquement dans un mouvement nerveux de piston, puis de façon continue comme une mécanique, comme un vilebrequin infernal qui faisait trembler la table, qui faisait trembler le studio, qui faisait trembler TF1, qui faisait trembler la France. Oui, car à cet instant, nous sursautions tous au rythme de votre jambe gauche, monsieur le président. Mais il vous fallait répondre et là, malheureusement, votre voix n'a pas suivi. Trop de mots se sont précipités en avalanche, alors vous avez répondu « Ah !» comme celui qui va se noyer s'accroche à une bouée. Vous avez alors lu la première fiche devant vous sur laquelle était écrit « Dis-leur que tu les aimes, signé ta fille Claude ». Alors vous avez prononcé la phrase, la seule, celle qui restera, celle qu'on attendait, celle qui me donnait hier soir envie de courir au premier bureau de vote pour tambouriner à la porte en leur disant « Ouvrez-moi tout de suite, je veux voter pour Chirac ». Vous avez dit que vous nous aimiez. Et là, rien d'autre n'existait. C'est Mozart, enfant, qui, lorsque les adultes lui demandaient de jouer, répondait « Dis-moi d'abord que tu m'aimes ». Et là, un pays entier, dans cette campagne électorale, demandait aux candidats « Dites-nous d'abord que vous nous aimez ». Et c'est vous qui nous l'avez dit, Jacques. Alors, peu importe la suite, PPD pouvait bien rappeler toutes vos conneries, le bilan nul, les affaires, la dissolution, la fracture sociale, manger des pommes, tout ça, on s'en foutait, puisque vous nous aimiez. Souvenez-vous, chers auditeurs, lorsque nous étions enfants, car nous avons tous été enfants, même Jean-Marc Sylvestre, non, là je déconne, mais lorsqu'on était enfant, quand on avait fait une grosse bêtise, on allait voir notre mère, et avant d'anticiper, vous voyez, les reproches et les punitions, on lui disait « Je t'aime, maman ». Et là, l'émotion la submergeait et les larmes aux yeux, elles nous serraient contre elle en oubliant nos bêtises. C'est exactement ce qui s'est passé hier soir, Monsieur le Président. L'émotion nous a submergés. On avait envie de vous serrer contre nous en oubliant vos bêtises. Alors, on détestait PPD de vous poser des questions dérangeantes. Vous y répondiez par ce rire, ce célèbre rire, dont l'utilité est double. D'une part, il vous permet de gagner du temps et de chercher une réponse efficace, et d'autre part, il marque bien à quel point cette question ne vous dérange absolument pas. Nous qui commençons à vous connaître, on sait bien que plus vous riez après une question, plus vous êtes dans la merde. Et franchement, hier soir, vous avez beaucoup ri. C'est Georges Moustaki qui sera l'invité du Fou du Roi. Oui, un très bon chanteur. Ça vous surprend quand je vous demande pas si vous-même... Oui, j'y serai pas, mais non, je n'y vais pas car Moustaki est un homme qui prend des amphétamines et ça, je ne suis pas d'accord.
Bonjour Guy Carlier. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À qui adressez-vous votre lettre ce matin? Au dernier candidat, Lionel Jospin. Pourquoi le cacher, l'annonce de votre candidature ne nous a pas franchement enthousiasmés? Je veux dire, dans sa forme. Là où le président Chirac choisissait Avignon, le soleil, le sud à la mi-journée, juste avant d'aller partager une choucroute roborative, vous êtes déclaré candidat par un fax laconique envoyé aux journaux. Un fax. Comme moyen plus austère, il vous restait le Minitel, le pigeon voyageur, la lettre anonyme, ou alors faire annoncer votre candidature par une veuve de pasteur luthérien dans une maison isolée près d'un lac suédois par un soir de grand vent. Ça aurait donné quelque chose de ce genre-là. Tiens, Olivier Drinxin, faites-moi le grand vent de Suède. Maintenant, imaginez la veuve bergmanienne qui écarte le rideau tout en regardant par la fenêtre et qui s'adresse à sa sœur. Tu sais, Bézabé, je crois que Lionel va se présenter. Sans doute, Ruth. Et mon cœur s'emplit de joie, mais l'hiver est déjà là et la brume tombe sur le lac. Alors évidemment... Bon, ça suffit le vent du Nord. Comme vous vous êtes aperçu que cette façon de vous lancer dans la campagne manquait quelque peu de chaleur, vous avez décidé hier soir de sortir de votre domicile pour parler aux journalistes. Et l'on vous a vu en bas de chez vous. Bon, manque de peau, il pleuvait, la nuit tombait. Et dans cette tristesse crépusculaire, vêtue d'une gabardine spartiate nouée à la taille, vous avez annoncé « Le moment est venu, alors j'y vais avec une joie non dissimulée ». Oh la vache, qu'est-ce que ça doit être quand vous cachez votre joie? On avait l'impression que vous imitiez Droupi. « You know what? I'm happy ». C'était plus une candidature, c'était l'annonce faite à Marie. Si Chirac avait été à votre place hier soir, il serait sorti de chez lui en jogging et en charentaise, il en aurait profité pour descendre la poubelle, promener le chien. Puis en rigolant, il aurait invité tous les journalistes à monter boire une Corona. Là, ça aurait eu de la gueule. Décidément, vous n'avez pas le même style. Vous, c'est l'annonce faite à Marie. Lui, c'est l'annonce faite à Mairie. Alors, un homme célèbre de gauche, Michel Sardou, dans une de ses œuvres inoubliables, disait, je cite, « Accéder à la présidence et de là faire bander la France ». Alors, monsieur Jospin, on sait que vous êtes un type sérieux, bosseur, on imagine que vous êtes honnête, mais pour accéder à la présidence, il vous faut faire bander la France. Et là, il y a du boulot. On imagine que vous vous dites, oui, mais d'autres se chargent de nous faire rire. C'est vrai, on a deux Végian. Dès l'annonce de votre candidature, on savait qu'il allait dire une connerie, comme d'habitude, ça n'a pas raté. Je crois que ce type-là joue le rôle d'une catharsis chiracienne. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a parlé, ça fait comme une purge et par comparaison, les autres du RPR semblent tout à coup honnêtes et brillants. Comme autre clown, on a Monsieur Hollande. Bonne chance pour tout à l'heure, Stéphane. Le Santini du PS, vous voyez, Monsieur Hollande, dont les vannes sont aussi lourdes que la conscience de Monsieur Balkany. Mais franchement, Monsieur Jospin, on préférerait que ce soit vous qui vous lâchiez. Votre ancien ministre, Monsieur Allègre, nous a expliqué que vous étiez comme le quetzal, magnifique oiseau d'Amérique du Sud, qui ne chante pas lorsqu'il est en cage. Et Allègre a conclu, ça y est, le quetzal Jospin vient de s'envoler, il va chanter et il vous surprendra. Hier soir, le quetzal avait encore les ailes collées. On a vraiment hâte de l'entendre chanter et de nous faire rêver. Nous faire rêver, ça ne veut pas dire nous promettre l'utopie, ça ne veut pas dire manger des pommes. Non, non. Nous faire rêver, ça veut dire imaginer qu'on puisse aider ceux qui sont en galère au lieu de se goinfrer au point de les rendre fous de haine. Colin Powell a dit que la France avait ses vapeurs. Outre la misogynie imbécile d'une telle phrase, s'il veut dire qu'on aimerait que vous nous promettiez, par exemple, la suppression de la dette des pays pauvres, la fin de l'embargo sur le peuple irakien, alors vas-y, Quetzal Lionel, chante-nous cette merveilleuse mélodie, ça nous changera des condors des Andes ou même des cris de haine des faucons malfaisants comme celui que nous recevions ici même hier matin. Bonjour Guy Carlier. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À qui adressez-vous votre lettre ce matin? À Marek Alter. Alors chaque matin, lorsque j'arrive dans le studio, vous me demandez à qui j'adresse ma lettre. Lorsque je vous réponds Giscard ou Jean-Marie Cavada, je lis dans vos yeux, Stéphane, comme une jubilation que vous ponctuez généralement en me disant « Vas-y, tape-lui dessus, on va bien se marrer ». Oui, oui. Et oui, chers auditeurs, Stéphane Paoli a parfois des enthousiasmes juvéniles. Mais aujourd'hui, quand je lui ai dit que je vous écrivais, cher Marek Alter, j'ai senti chez Stéphane comme une déception. Il m'a dit « Ah ouais, Marek Alter, super ». Mais je voyais bien que votre personnage ne l'inspirait pas. Pourtant, Stéphane attendait la suite et vous aussi, chers auditeurs, attendez avant de zapper sur une autre radio.
où vous avez toutes les chances de tomber sur Gérard Klein qui, avec sa convivialité légendaire, va vous annoncer « Salut, c'est Klein, aujourd'hui chez les Mousquetaires, j'ai trouvé des filets de merlu à 59,95 ». Drôle d'époque où les vedettes vendent leur convivialité, leur chaleur humaine à des grandes surfaces. Donc, chers auditeurs, plutôt que d'aller écouter l'Insti de faire la pute, écoutez plutôt cette lettre à Marek Alter, même s'il est vrai, cher Marek, qu'a priori votre personnalité ne prête pas à la déconne avec ce visage assyrien, cette barbe carrée qui n'a jamais connu le moindre « je te tiens, tu me tiens » par la barbichette, mais surtout une œuvre austère et une activité d'intellectuel dont on imagine les nuits d'écriture avec un vieux stylo de nacre traçant une écriture dense, touffue, austère. Pourtant, chez Marek Alter, ce matin, vous allez nous faire rire et surtout redonner de l'espoir à tous les couples qui se sont engueulés hier soir et qui, aujourd'hui, se font la gueule en se préparant à partir au travail dans cette ambiance étrange des lendemains de crise. On a tous connu ça, vous savez, ces matins où une chape de plomb s'abat sur le couple, où l'on déteste les bruits ménagers de l'autre, le tintement des flacons dans la salle de bain, le toaster qui éjecte les tartines grillées. On en veut à l'autre de pouvoir manger des toasts comme si de rien n'était. On guette le moindre bruit de mastication pour lui faire remarquer et on s'en va au boulot, chacun de son côté, en omettant ostensiblement de se souhaiter bonne journée mon doudou comme les autres jours. Vous, madame, vous en parlerez à midi avec votre meilleur ami dans un café, en fumant, les jambes croisées et le pied qui s'agitera nerveusement. Vous, monsieur, vous ne direz rien, les hommes ont une espèce de honte à parler de ces choses-là, mais vous allez garder tout au long de la journée cette espèce de creux au ventre. Et c'est pour dédramatiser tout ça que j'écris aujourd'hui à Marek Alter. Car vous, cher Marek Alter, vous nous avez offert hier en direct à la télévision la plus belle scène de ménage depuis Qui a peur de Virginia Woolf. Vous étiez chez Mireille Dumas en compagnie de votre épouse Clara Alter, déjà, rien que ça, Marek Alter chez Mireille Dumas, c'est surréaliste. Mais surtout, dès le début de l'émission, on a senti entre vous et Clara une tension terrible, avec le pire de tout, vous savez, les reproches assénés avec le sourire, du genre « Mais mon chéri, je te rappelle que j'écrivais avant toi ?» Ou alors, lorsque vous parliez de vos engagements, Marek, votre épouse à vos côtés levait les yeux au ciel du style « Avant d'aller à Sarajevo, tu ferais mieux de ranger tes chaussettes sales. » Bref, on sentait un rapport de force terrible. On imaginait le dialogue au retour dans la voiture. « Clara, tu fais la gueule, Marek ?»« Mais non, non, tout va bien. »« Mais qu'est-ce que j'ai fait encore ?»« Oh, ne commence pas. Madame ne supporte pas d'être dans l'ombre. Madame dit qu'elle avait arrêté sa carrière d'écrivain pour me laisser la place. Mais ma pauvre fille, c'est surtout que personne n'en voulait de tes bouquins. C'était nul, ça ressemblait à du Alexandre Jardin. » Clara, et ton histoire avec l'attaché de presse de chez Gallimard, c'est du Alexandre Jardin peut-être ? Bref. Cher Marek Alter, vous l'avez compris, je voulais vous remercier ce matin de nous avoir offert cette scène pitoyable, car elle va permettre à tous les couples qui se font la gueule ce matin de sourire et de se réconcilier avant de partir travailler. Bonjour Guy Carlier. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À qui adressez-vous votre lettre ce matin ? À Christophe de Chavannes. Alors, cher Christophe de Chavannes, oui, je dis cher car avant je vous aimais bien. Je riais de bon cœur quand vous filmiez les coucougnettes d'un goret qui courait sur le plateau en hurlant ou lorsque vous organisiez des débats avec des témoins qui, pour garder leur anonymat, étaient grimés avec une perruque et une fausse barbe qui les faisait ressembler à Las Palais. Je me souviens en particulier d'un directeur de banque le jour qui la nuit pratiquait le sadomasochisme en se faisant appeler Sonia la soubrette, la tête cachée par une cagoule de cuir noir fermée par un cadenas, et ce monsieur expliquait sans rire, avant il se sentait mal dans sa peau, mais que depuis qu'on le fouettait chaque nuit en l'appelant Sonia, il se sentait totalement équilibré. Mais si je vous écris, cher Christophe, c'est que je vous ai vu avant-hier à la télé dans votre nouvelle émission. Vous receviez Corinne Lepage, écologiste de droite, candidate spontanée à la présidence. Candidate spontanée, ça veut dire que c'est Chirac qui lui a demandé d'y aller, pour faire baisser le score des Verts au cas où ces derniers ne seraient pas complètement autodétruits. Donc votre émission, on renaît de lieu commun en propos démagogiques, mais on était intrigué par une fiche rouge que vous teniez dans l'une de vos mains, Christophe, et que vous tapetiez nerveusement contre l'autre main. On sentait que vous attendiez l'occasion pour lire cette fiche, et comme elle ne venait pas, l'occasion, au moment où Corinne Lepage parlait des 500 signatures nécessaires à la candidature, vous l'avez interrompu en disant « Tiens, puisque vous parlez de terrorisme, je voudrais revenir sur un document que j'ai reçu par Internet au sujet des attentats aux USA qui ont eu lieu et là, gros malin, vous faites semblant de chercher la date. Évidemment, tout le monde pense le 11 septembre. Et Corinne Lepage, nunuche, tombe dans le panneau et dit « Le 11 septembre ». C'est ce que vous attendiez, vous lui dites « Eh oui, justement, le 11 septembre ». Alors, le 11 septembre, c'est 11 pour le 11, bon, vous avez compris, 9 pour le mois. Si vous faites 1 plus 9, ça fait 11.
Le 11 septembre était le 254e jour de l'année. 2 plus 5 plus 4 égale 11. Et il restait 111 jours jusqu'à la fin de l'année. Le pentagone, en anglais, the pentagone, fait 11 lettres. Afghanistan, ça fait aussi 11 lettres. Là, vous remarquez qu'il ne met pas l'article. Il n'y a pas le... parce que sinon, ça ne colle pas. Mais ça ne vous a pas empêché de continuer. New York City, 11 lettres. Le premier vol était le vol numéro 11, dans lequel il y avait 92 passagers. Ah, ben oui, mais 9 plus 2, ça fait 11. Ah bon. Dans le deuxième vol, il y avait 65 passagers. 6 plus 5 égale 11. Et quand vous regardiez les deux tours de face, elles dessinaient un 11. Rien sur les deux autres avions, parce qu'ils avaient pris les chiffres dans tous les sens, rien ne collait, etc. Et vous concluez, voilà 10 choses troublantes. La 11e, c'est que l'un des bras droits de Ben Laden, dont j'ai oublié le nom, mais je sais que ce nom possède 11 lettres. Alors, cher Christophe de Chavannes, là, vous avez regardé la caméra avec gravité et vous avez dit « Je suis extrêmement troublé ». Moi aussi, pour être franc, je suis extrêmement troublé par autant de conneries sur une grande chaîne de télé à une heure de grande écoute. Car franchement, cette numérologie de prise unique que même Elisabeth Tessier n'aurait pas osé, si, elle ose tout. Comme dirait Audiard, c'est même à ça qu'on la reconnaît. Cette numérologie de prise unique ne va juste que contribuer à troubler les âmes fragiles ou choquer et alimenter les sectes de tous ordres qui ne vont pas manquer de proliférer compte tenu de la situation actuelle. Pourtant, vous avez raison, cher Christophe, certaines coïncidences sont troublantes et je signale à votre attention d'autres faits non moins troublants qui semblent vous avoir échappé. Mickey Mouse, 11 lettres. Chevènement, 11 lettres. Je vous rappelle qu'il est allé dans l'au-delà. Méhaignerie, 11 lettres. Méhaignerie, je vous rappelle qu'il est dans l'au-delà. Muriel Robin, 11 lettres. Et surtout, j'ose à peine le dire, de Rinxin, 11 lettres. En fait, cher Christophe, il s'agit d'un complot terroriste ourdi par une organisation internationale de comiques, comprenant donc Mickey, Chevènement, Méhaignerie, Muriel Robin et Olivier de Rinxin. Et puis surtout, une dernière chose, cher Christophe de Chavannes, imbécilité, ça fait aussi 11 lettres. Bonjour Guy Carlier. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Évidemment, la lettre d'aujourd'hui, vous ne pouvez l'envoyer qu'à un certain Jack Lang. Eh oui, monsieur le ministre de la Culture à vie, vous êtes aujourd'hui l'invité du Fou du Roi, l'excellente émission de Stéphane Bern. Pendant 2 heures, vous allez faire l'andouille avec nous. Et à cette idée, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée émue pour les habitants de Boulogne-sur-Mer qui vous ont élu il y a quelques jours et à qui vous avez promis des dimanches soirs que vous alliez immédiatement vous mettre au travail, notamment sur le dossier de la pêche menacé par les directives européennes. Et j'imagine le petit patron pêcheur à la barre de son bateau qui vient de partir en mer au milieu des embruns et qui se dit c'est dur, mais Jack Lang doit être en train de bosser sur les dossiers et qui dans 2 heures va vous entendre rigoler avec Do et Catella. À votre décharge, monsieur Lang, je peux révéler aujourd'hui au pays que votre investiture nordiste est le fruit d'un malentendu. Quand les caciques du PS nous ont dit « Tiens, Jack, tu t'es fait jeter comme un malpropre de Blois, alors comme nouvelle circonscription, on te propose Boulogne. » Vous êtes enthousiasmé, vous dites « Ouais, super, Boulogne, c'est classe, Roland-Garros, le bois, le jardin d'acclimatation. » Et vous avez accepté avec enthousiasme. François Hollande vous a dit « Bon, tu signes là. » Et une fois que vous avez signé, il a rajouté tout bas « sur mer. » Quoi ? Oui, Hollande, Boulogne-sur-Mer. Et là, votre chemin de croix a commencé. Vous avez dû, pendant la campagne, apprendre plein de choses qui vous étaient étrangères. Un exemple au hasard, les thons. Bon, vous ne connaissiez absolument rien à la pêche au thon. C'était pas votre truc, les thons. Bon, il vous a fallu apprendre. Quelques jours avant l'élection, vous avez pris le premier thon de votre vie, mais il faut reconnaître que vous n'avez pas du tout aimé le goût. Oh, j'ironise, je persifle, mais tout le monde se plaît à reconnaître que vous fûtes un grand ministre de la Culture. C'est bien simple, pendant la durée de la Ve République, il n'y en eut que 2 grands ministres de la Culture, Malraux, qui fit nettoyer tous les monuments de Paris, et vous, qui les fîtes taguer. Oh, bien sûr, il y en eut d'autres, Druon, que le Canard enchaîné appelait Druon la joie, et dont on se souvient juste qu'il dénonçait les artistes qui tenaient la sébille d'une main et le cocktail Molotov de l'autre. Il y eut également Toubon, qui se trompait toujours dans ses fiches pour les hommages aux morts. Vous vous souvenez de Toubon, il avait une tache dans le cou, comme si l'officiellement Spoons de Papy fait de la résistance l'avait brûlé avec le fer à repasser. Oui, je sais, on se moque pas du physique, mais il faut avoir quand même le courage de dire que pendant des années, les journalistes étaient fascinés par cette tache dans le cou et faisaient semblant de rien. Du coup, ça ressortait de manière psychanalytique. Je me souviens d'une interview de Jacques Toubon où le journaliste lui a demandé « Mais monsieur Toubon, n'êtes-vous pas inquiet devant l'ampleur de votre tâche ?»
Mais si je vous écris aujourd'hui, monsieur le ministre de la Culture à vie, c'est parce que, évidemment, vous êtes l'initiateur de la fête de la musique, cette journée où tous les mauvais musiciens descendent dans les rues. L'année dernière, dans ma rue, il y avait un saxophoniste qui n'a joué qu'une note pendant 3 heures et un griot mauritanien qui s'accompagnait d'un instrument de musique constitué d'une coucourde séchée dans lequel un bâton planté ne tenait qu'une corde unique que le griot pinçait en racontant des légendes massaï, en swahili. Alors évidemment, quand vous ne parlez pas le swahili, vous n'entendez plus que la note unique et lancinante de la coucourde et vous avez très vite envie d'égorger le griot. Heureusement, le jour de la fête de la musique, il y a aussi de la bonne musique. Vous disiez tout à l'heure, Stéphane, sergent Garcia à l'Hôtel de Ville, c'est ça? Oui, sur la place de l'Hôtel de Ville. Meilleur sergent depuis Sgt Peppers. Et puis la rédaction d'Inter aussi, le meilleur de la musique, il y a la rédaction d'Inter qui va maintenant rendre hommage à la fête de la musique. Attention, 1, 2, 3. Le petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le plongeoir, c'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir. Oh, pour ce moment, merci monsieur Laclan. Une fois de plus, elle va rester toute la journée. Bonjour Guy. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Il est 7h51 et vous adressez ce matin votre lettre aux femmes infidèles. Oui, c'est léger, c'est Friday-wear. Mesdames, je voudrais vous raconter une histoire édifiante. Avant-hier soir, le JT de M6 nous a montré un toiletteur pour chiens de Nancy dont la femme avait pris pour amant l'employé de la banque voisine qui s'occupait de leur compte. Et le toiletteur bafoué a décidé de se venger en informant la population nancéenne de son infortune grâce au déroulant électronique habituellement destiné à annoncer les promos de sa boutique. C'est-à-dire qu'au lieu de lire moins 15% sur les litières pour chats, les Nancéens ont pu lire « Si vous prenez un compte à la banque machin, Monsieur Truc s'occupera pas seulement de votre compte, mais aussi de votre femme ». C'est la phrase authentique. Et dans le reportage de M6, on voyait le magasin, le déroulant. Histoire vraie. Histoire vraie. Bien sûr. Oui. Et les phrases authentiques. Et on voyait le déroulant. Et à travers la vitrine, on voyait le cocu magnifique qu'il avait un caniche. Et les enfants qui rentraient de l'école se marraient à la lecture du déroulant. Et après s'appuyaient contre la vitre pour apercevoir la tête du toiletteur dont M6 avait crypté le visage, bizarrement, comme s'il y avait dans cette histoire quelque chose d'obscène. Et le premier sourire passé, cette histoire est terrifiante, car à l'évidence, ce type n'aime pas sa femme. Si tel était le cas, soit il allait tuer le couple adultère d'une décharge de chevrotine, et Claude Chabrol en faisait un film, il y avait tout, la province, le chenil, la femme adultère, l'employé de banque, soit il consacrait sa vie à reconquérir sa femme, mais cette vengeance vichysoise est pour le moins malsaine, et on se dit que le cocu mérite bien de l'être. Mais venons-en à l'autre, le comptable. Quand il a appris que le mari informait toute la ville de sa liaison, au lieu de rigoler ou d'aller lui mettre son poing dans la figure, monsieur a porté plainte, mais tenez-vous bien, il a porté plainte au motif qu'il est marié et que cette publicité intempestive déstabilisait son couple légitime. Et là, on sent bien le goût de l'employé de banque. Ah, il est beau l'amant, ce n'est pas le berger magnifique à demi-nu de la femme du boulanger qui l'emmène à cheval, cheveux au vent. Non, non, là, comme disait Brel, c'est le monsieur qui fait ses petites affaires avec son petit chapeau, avec sa petite auto. Cette femme trompait son mari car elle rêvait d'absolu de partir serrée contre le dos d'un motard qui ressemblerait à Brad Pitt et l'emmènerait dans la montagne. Oh, elle ne demandait pas l'Alpe d'Huez, elle voulait juste marcher dans la neige, ne plus s'ennuyer dans l'odeur du chenil, partir loin de ces clébards idiots, loin de ce mari qui pétait au lit. Et la voilà qui se retrouve dans un hôtel Formule 1, dans la zone d'activité de Nancy, après avoir déjeuné aux courtes pailles avec un type en cravate qui passera les dépenses en notes de frais et qui, dès que le toiletteur fait du scandale, porte plainte pour montrer à sa femme légitime que rien ne changera, qu'il ne va pas remettre en cause leur couple, les courses à Auchan du samedi, le repas dominical chez la belle-mère à regarder Drucker l'après-midi, surtout pour une salope qui est venue le provoquer à la banque en croisant ses jambes très haut. Alors elle, que va-t-elle devenir? Elle va revenir chez elle, c'est sûr. Elle entrera timidement dans la boutique, le toiletteur sera en train de laver une chienne en disant « Oh, mais que tu es sale! Où es-tu allé traîner, salope ?» pendant que le pauvre Médor se faisait du souci. Regarde-le dans sa cage, le pauvre Médor, comme il est malheureux, et la femme dans un coin pleurera en silence. Et puis elle dira « Elle est partie parce qu'elle rêvait de courir dans la neige avec un chien-loup, mais le chien-loup n'était qu'un bâtard. » Alors elle demande pardon à son pauvre Médor, puis elle se jettera dans ses bras en sanglotant. Alors à toutes les femmes infidèles qui nous écoutent et qui rougissent en croisant le regard inquiet de leur mari dans la glace de la salle de bain, je voudrais dire, ne prenez jamais les employés de banque pour des chiens de race. Vous savez quoi, Guy Carlier? Si quelqu'un pouvait la reconquérir, cette femme-là, c'était peut-être bien vous.
Bonjour Guy Carlier. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Vous écrivez aujourd'hui à Madame Courteau. Mais qui donc est Madame Courteau? Madame Caroline Courteau est la responsable du service communication de la Société des fenêtres de toit Velux, marque déposée suivie d'un petit R dans un rond. Chère Madame, vous avez écrit à Jean Lucchese, directeur de France Inter, pour vous plaindre que dans sa revue de presse, Yves Decamps, suite aux événements de Nanterre et du Quai des Orfèvres, est employé à maintes reprises le terme Velux tel quel. Mais quel ignare ce Decamps! En effet, vous précisez avec beaucoup de délicatesse dans votre courrier que votre devoir est de défendre votre marque et vous nous demandez, lorsque nous citons votre société, de préciser la mention « Fenêtre de toit Velux, marque déposée suivie d'un petit R dans un rond ». À ce stade de ma lettre, il est nécessaire de rappeler aux éditeurs qu'avant-hier, la France, sous le choc de la tuerie de Nanterre et de la défenestration de Richard Durn, communiait dans la douleur et qu'au moment même où l'on voyait à la télé des gamines pleurer leur prof de français abattu, au même moment donc, Madame Caroline Courteau, dans un bureau de la Société des fenêtres de toit Velux, marque déposée suivie d'un petit R dans un rond, vous dictiez ce torche-cul à votre secrétaire en osant employer le mot « devoir ». Alors, puisque vous parlez de devoir, le nôtre est de vous faire savoir que votre cynisme commercial n'a d'égal que votre imbécilité crasse. Et comme vous semblez tenir à ce qu'on parle de la fenêtre de toit Velux, marque déposée suivie d'un petit R dans un rond, nous allons en parler. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que je déteste les fenêtres de toit Velux, marque déposée suivie d'un petit R dans un rond. C'est très laid. C'est très laid et ça fuit. Et puis ça défigure les toits des maisons de nos campagnes, où les beaufs transforment des greniers sombres, où les enfants cachaient leurs trésors, en chambres d'amis éclairées grâce à vos fenêtres de toit Velux, marque déposée, suivie d'un petit R dans un rond. Et nous, le week-end, lorsqu'on est invité dans ces maisons de campagne et qu'on passe la nuit dans ces chambres d'amis, on ne ferme pas l'œil de la nuit à cause du bruit de l'eau qui goutte de cette putain de fenêtre de toit Velux, marque déposée, suivie d'un petit R dans un rond, et on se retrouve à gare, les yeux ouverts à 6 h du matin, immobiles dans nos lits d'appoint, à regarder un rectangle de ciel gris découpé par votre fenêtre de toit, etc., sans oser bouger pour pas faire de bruit, réveiller nos hôtes dans la chambre juste en dessous, alors qu'on a une terrible envie de pisser. On reste là à guetter les premiers signes d'activité de la maison, et dès qu'on entend des bruits de bol, on descend dans la cuisine où on fait semblant d'être joyeux. Bonjour, vous avez bien dormi? Ah ouais, super! Et là, on prend le beurre dans le frigo et on s'installe à la table en formica pour déjeuner. Oula, non, excusez-moi. On prend le beurre dans le réfrigérateur frigidaire, marque déposée suivie d'un petit R dans un rond, et puis on s'installe pour déjeuner sur une table en stratifié formica, marque déposée suivie d'un petit R dans un rond. Voilà, chère Caroline Courteau, responsable de la communication de la Société des fenêtres de toit Velux, marque déposée suivie d'un petit R dans un rond, mais au-delà de sa bêtise, votre courrier aura au moins un mérite. Il permettra aux quelques 2,5% de Français qui envisageaient de voter Madeleine d'avoir un petit aperçu de ce qu'il nous propose. Et puis, ça se trouve, le prof de français tué à Nanterre n'avait même pas appris à ses élèves qu'on doit dire, lorsqu'on parle de ces merdes qui défigurent les toitures d'ardoise, fenêtre de toit Velux, marque déposée suivie d'un petit R dans un rond. Grâce à vous, Madame Caroline Courteau, les enfants sauront. Je vous remercie pour votre œuvre pédagogique. Bonjour Guy Carlier. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Ce matin, ce n'est pas une lettre, mais bien un faire-part de mariage que vous envoyez? Oui, un faire-part de mariage, vous allez voir à qui. Pour oublier un instant la chape de plomb qui nous a recouverts dimanche à 20 h, j'ai décidé effectivement ce matin d'écrire une lettre joyeuse, heureuse, optimiste en vous racontant un événement occulté par l'actualité. Ça s'est passé samedi dernier. Il faisait beau sur Paris, sur la mairie du 14e, et Michel Rocard s'y mariait. Je me souviens, il y a quelques semaines, chez Marc-Olivier Fogel, il avait l'œil qui pétille des gens amoureux. Et Clémentine, la comédienne Clémentine, invitée dans la même émission et qui sait si bien percevoir les émotions, le regardait et s'exclama « Vous êtes amoureux !» Et dans un sourire radieux, il répondit « C'est vrai, je crois que j'avais jamais vu un homme politique sourire comme ça. » Samedi, il faisait beau sur la mairie du 14e arrondissement. La cérémonie, nous dit la dépêche, fut brève et émouvante. Michel Rocard avait les yeux embués lorsque le maire lui demanda s'il voulait prendre pour épouse Sylvie Pellissier, ici présente. Il répondit « Anna !» Sylvie l'embrassa et les photographes prirent les photos qui jauniront dans les cadres, tandis que les enfants d'amis habillés en dimanche s'exclamèrent « Oh les amoureux, oh les amoureux !» Les invités étaient prestigieux et œcuménique puisqu'on pouvait apercevoir Jacques Toubon et son épouse Lise, le couple Jospin, Sylviane et Lionel, dont ce fut sans doute le dernier instant de fête avant longtemps, Alain Richard, ministre de la Défense, et Simone Veil, la grande Simone. C'est drôle de penser
que la femme de droite était symbolisée par Simone Veil il y a 25 ans et par Michel Alliot-Marie aujourd'hui. Tiens, à propos, je ne sais pas si vous avez vu, ça y est, Mam est revenu aux affaires depuis hier. La crispée est de retour. Cruella is back in town. Fini Roselyne Bachelot, trop ouverte, trop insoumise. Au RPR, ils lui ont dit, tiens, Roselyne, t'as qu'à nous faire un rapport sur le Pacs, on l'étudiera un de ces jours. Ils sont tous marrés. Bon. Après la cérémonie, Recard et leurs invités sont partis faire la fête. Oh, pas chez la Serre, non, c'est pas le genre. Recard avait réservé une salle à Conflans-Sainte-Honorine, à la Bonne Marmite, une guinguette des bords de l'Oise où il a ses habitudes. Comme il faisait beau, ils ont déjeuné en terrasse, puis ils ont dansé tout l'après-midi. Et le soir, la patronne, Nénette, allumait les petites guirlandes lumineuses. Malheureusement, comme dans toutes les fins de noces, l'alcool fut la cause d'une brève échauffourée. Il faut dire que le ministre de la Défense, Alain Richard, avait abusé de la sangria. Il faut dire, c'est un homme qui a des circonstances atténuantes. Il est sur la brèche depuis le 11 septembre. Il a besoin de se détendre. Au début, tout se passait bien. Il a chanté « C'est la chenille qui redémarre », tout ça. Puis, il a fait une démonstration de Charleston avec les mains sur les genoux. C'est après la danse des canards que ça a dégénéré. Il est allé taquiner Toubon sur sa tache. Vous savez, la tache qu'il a dans le cou, en lui disant « Ah bah toi, Jacques, qui voulait homme d'État, t'as déjà la tache de Gorbatchev. » Bon. Toubon était en colère, il disait « Mais je vous en prie, vous avez bu ?» Et Alain Richard « Ah, le prenez pas sur ce ton, d'abord j'ai la mallette de la bombe, et si je veux, je peux déverrouiller la clé, j'ai le code, c'est facile, c'est Roudoudou. » Et tout le monde, donc il a donné le code à tout le monde, maintenant on sait que c'est Roudoudou, le code de la bombe. Bon. Et alors il a tapé Roudoudou, effectivement, il y avait écrit « Warning », ça clignotait et tout, bon, enfin bref. Lionel Jospin, qui pressentait sa défaite, avait également abusé de la sangria. Et lorsque Sylviane lui fit remarquer, il lui répondit « Oh, toi, Schopenhauer, t'as bien fait de la ramener, parce que j'ai 2-3 choses à te dire. Tu sais quoi, tu m'as plombé la campagne avec tes airs de Madame Je sais tout. Tu m'étouffes, c'est bien simple, tu me fais penser à Yoko Ono. » Bref, à cet instant, tout le monde s'engueulait. Mais Recard s'en fichait puisqu'il était déjà parti depuis longtemps. Il avait pris la route pour la Bretagne où l'attendait son bateau. Et là, tenant Sylvie par la main pour pas qu'elle glisse de la planche de coupée, il lui a fait visiter son bateau. Elle sautait de joie comme le font les petites filles. Michel a mis le moteur en marche juste pour sortir du port. Puis il a monté la grand voile. Il a mis le pilote automatique et le reste leur appartient. Le lendemain, dimanche, lorsque la bête immonde s'éveilla, le bateau était loin en mer. Il y a des jours comme ça où on a très envie d'être amoureux et de partir loin, loin, loin. Guy Carlier, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Ce matin, votre lettre est adressée au téléphone portable. Eh oui, cher téléphone portable, il y a longtemps que je voulais vous écrire, mais je ne l'ai pas fait plus tôt parce que c'est devenu une banalité de dire à quel point vous nous pourrissez la vie. Et puis, il y a tant de symboles dans la façon dont on vous utilise. D'abord, le mépris. Double le mépris. Je vous explique. Vous déjeunez avec un ami, son téléphone portable est là, sur la nappe, à gauche du couteau à poisson. Parce que bientôt, ça va devenir une règle qu'on apprendra à l'école hôtelière. Le portable se pose à gauche du couteau à poisson. Donc, votre ami a posé son portable sur la nappe, allumé donc. C'est-à-dire que c'est peut-être pas tout à fait votre ami déjà. Mais enfin, admettons. Soudain, son téléphone sonne. Il regarde le numéro qui s'affiche et tel un empereur romain décide soit de lever le pouce et de prendre la conversation et donc de vous mépriser, soit d'envoyer son correspondant vers sa messagerie et donc de le mépriser. S'il choisit de prendre l'appel, il vous dira « Ah, excuse-moi, c'est important ». Mais non, connard, tu es assis en face d'un ami, il n'y a rien de plus important. Pendant qu'il parle, vous êtes gêné, vous regardez ailleurs, vous faites semblant de vous intéresser à la carte, mais vous entendez forcément votre ami dire « au restaurant ». Là, vous comprenez que l'autre lui a posé la question qui tue, à savoir « t'es où ?» Et puis, il y a les sonneries. En matière de sonnerie, le con est aisément repérable à la prétention de sa sonnerie. Vous avez ceux qui ont choisi la petite musique de nuit de Mozart parce qu'ils trouvent que ça fait cultiver. Alors que par un étrange paradoxe, quand vous entendez un type qui a choisi un air classique comme sonnerie de portable, c'est qu'il n'est évidemment pas mélomane. À l'inverse, il se dessine maintenant en matière de répondeur une tendance à l'épure, vous savez, au message minimaliste. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est-à-dire voir carrément à l'absence de message. Il n'y a même plus bonjour, rien. Il y a juste le bip qui vous laisse surpris et humilié. Tout ça pour vous dire que je n'aurais pas parlé des portables si je n'avais pris connaissance des histoires suivantes. Avant-hier matin, un comptable quitte son appartement pour le bureau. C'est l'instant qu'a choisi son fils, comme le font les ados, pour lui demander de l'argent de poche. Quelques instants plus tard, sa femme s'aperçoit qu'il a oublié son portefeuille sur la tablette de l'entrée. Elle décide de le prévenir en l'appelant sur son portable.
Au même moment, il y a ce garçon amoureux. Il a rencontré cette fille à la fac et juste avant de quitter l'amphi, il avait griffonné son numéro et glissé le bout de papier devant l'étudiante, un peu comme on jette une bouteille à la mer. Depuis, il tremble à chaque fois que son téléphone sonne. Elle, depuis plusieurs jours, a failli appeler 100 fois. Mais 100 fois, elle a stoppé son geste. Cette fois-ci, le cœur battant, elle l'appelle. Et puis il y a cette femme à l'air triste. C'est son anniversaire aujourd'hui et ce matin, ni son mari ni ses enfants ne s'en sont souvenus. En fait, ils ont décidé de lui faire une surprise et décident de lui téléphoner pour lui donner rendez-vous dans ce restaurant au bord du lac où elle rêve de dîner aux chandelles. Et puis il y a un vieux monsieur. Depuis plusieurs jours, une douleur abdominale l'inquiète. Son médecin vient de recevoir les résultats d'analyse du labo. Tout est normal. Il décide d'appeler le vieux monsieur pour le rassurer. Les 4 appels arrivent au même instant sur 4 téléphones portables, juste au moment où un Palestinien se fait exploser dans le bus où se trouvaient ces 4 personnages. La police a regroupé sur le macadam les 4 téléphones. Cette image que, comme moi, vous avez sans doute vue hier à la télévision était insoutenable. On n'est pas prêt d'oublier ces 4 téléphones qui sonnaient dans le vide sur la route d'Haïfa. Ceux qui appelaient voulaient juste leur demander « T'es où ?» Personne ne pourra jamais répondre à cette question. Il n'y a pas que dans les chansons de Claude François que le téléphone pleure. Bonjour Guy Carlier. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Vous adressez ce matin une lettre d'amour à Jean-Marie. Il ne s'agit pas de Jean-Marie Cavada. Non, il s'agit de Jean-Marie Le Pen. Cher Jean-Marie, je suis sûr que tu excuseras la familiarité de ce tutoiement lorsque tu sauras que ceci est une lettre d'amour. En écoutant ce matin les reportages sur ces marées humaines qui ont inondé hier les rues des villes, en les écoutant te hurler leur dégoût, je me suis demandé comment tu pouvais trouver la force d'encaisser tant de haine. Et puis, j'ai compris que tu te nourrissais de cette haine pour la restituer à ton tour dans les éructations de tes meetings. J'ai donc décidé ce matin, cher Jean-Marie, de briser cette spirale infernale et de t'écrire une lettre d'amour. Ça fait combien de temps qu'on ne t'a pas écrit de lettre d'amour? Et pourtant, une femme a souffert pour te mettre au monde. Elle s'appelait Anne-Marie, ta maman. On imagine que le mari de Jean-Marie, c'est pour elle, qui forcément t'a pris dans ses bras en te parlant tout doucement, forcément te donnait le bain où tu gazouillais. Et puis forcément, à la fin du bain, elle te levait à bout de bras, comme le font toutes les mamans, et tu riais de bonheur. Alors que s'est-il passé, Jean-Marie? Oh, bien sûr, parfois tu pleurais aussi, une envie de biberon, une dent qui poussait, alors Anne-Marie te prenait dans ses bras, te berçait en te chantant une vieille comptine bretonne qui parlait de Brocéliande, et puis tu t'endormais en souriant. Alors que s'est-il passé, Jean-Marie? Et puis vint l'enfance, ton petit lit, puis dessous cette boîte où tu cachais tes secrets, un bout de ficelle, un sifflet, des osselets, un opinel pour tailler des bateaux dans des écorces de pin. En fait, toujours le même bateau, celui de ton papa que tu allais lui offrir, tout fier, tout au bout de l'acheter lorsqu'il rentrait d'une campagne de pêche. Alors il prenait ton bateau, souriait, t'embrassait. T'as pas oublié ça? Tu revenais à ses côtés vers la maison en sautant à cloche-pied et en lui racontant ta vie d'enfant en avalanche. Alors, que s'est-il passé, Jean-Marie? Et puis un jour, ton cœur s'est mis à battre plus fort pour une photo de Daniel Darieux entrevue dans un journal ou pour une jolie frimousse qui t'avait souri au pardon de Carnac. Et puis le premier baiser, tu te rends compte, quelqu'un a eu envie de t'embrasser sans avoir peur de toi. Tu te souviens, tu parlais d'amour. Alors, que s'est-il passé, Jean-Marie? Il s'est passé que, probablement comme ton père était trop souvent absent, tu t'es laissé entraîner. Tu es entré dans une bande, elle s'appelait l'armée, ta bande. Et depuis ce jour, tu n'as connu que la haine. La haine, le même mot qu'emploient les racailles des cités. Eux aussi, leur père est trop souvent absent, eux aussi se laissent entraîner dans des bandes. Finalement, Jean-Marie, tu es comme eux. Tu es un délinquant maghrébin, Jean-Marie. Je regarde la chaise qui va t'accueillir tout à l'heure. Je l'aime bien, cette chaise. Elle est exemplaire. Elle a reçu tout le monde sans broncher. De Laguiller à Maigret, elle n'a jamais rien dit. Et pourtant, elle en sait plus de nous. Plus que nous, parce qu'elle a le contact des chairs qui s'appuient contre elle. Et la chair, ça ne ment pas. Cette chaise connaît tout des hommes politiques. Elle sait leurs peurs, elle sait leurs doutes, leurs convictions aussi. Et je suis sûr que tout à l'heure, lorsque tu t'assiéras dessus, pendant que tu diras les mots qui font peur, les phrases qui nous dégoûtent, elle sentira un môme qui taillait des bateaux dans des écorces de pin et qui voulait juste qu'on lui dise « je t'aime ». Meilleurs vœux à tous de bonnes et heureuses années. Souvenons-nous, il y a quelque temps, le Fou du Roi recevait Robert Hossein. Avec Ariane Dollfus, Thomas Hervé et Patrice Carmouze, ce jour-là, Guy Carlier évoquait la rentrée du Sénat. Depuis que nous sommes de droite, nous allons d'émerveillement en émerveillement. Hier encore, j'ai eu une divine surprise
Lorsque, regardant à la télévision la séance du Sénat consacrée aux questions au gouvernement, j'ai découvert un nouvel ami de droite, Monsieur Christian Poncelet. Je ne sais pas si vous connaissez Christian Poncelet, deuxième personnage de l'État, hein, faut-il le rappeler. Il serait président par intérim. Voilà, c'est le deuxième personnage. Vous avez d'abord Juppé et Poncelet derrière. Alors, Christian Poncelet, lorsqu'on voit cet homme, on se demande comment on a pu être de gauche avant. Poncelet, c'est l'enthousiasme, c'est l'audace, c'est le souffle de l'histoire qui caresse nos nuques. Comme quand vous êtes en Grèce, on a le souffle. Oh non! Bah si, vous m'avez dit à Mykonos, j'ai le souffle qui me caresse la nuque. Alors, Poncelet est un intrépide, un téméraire, un exalté, c'est Bonaparte à Arcole. Poncelet, c'est mon avenir, mon Amérique à moi, même s'il est trop bien pour moi, comme dit son cousin Pasqua. Alors, notre ami Poncelet est donc président du Sénat. Tout d'abord, un peu de pédagogie. Le Sénat, c'est 321 sénateurs élus par des grands électeurs, donc vous n'en faites pas partie. Stéphane, élu pour 9 ans. 9 ans. Comme Cavada, donc pour vous dire si ça fait long, 9 ans. Une moyenne d'âge de 77 ans, comme... Ah non. Le Sénat, c'est 62 projets de loi examinés par session, 162 questions au gouvernement, mais c'est aussi 132 prostates en moins, 17 anus artificiels, 86 audiozooms de Phonax, une consommation de 835 paquets de couches confiance modèle Eddie Barclay, et comme à l'Assemblée nationale, une buvette qui peut servir jusqu'à 87 litres de verveine les jours de grande activité, c'est-à-dire lorsque les sénateurs vont en séance plus de 40 minutes. À la tête de ce char de l'État, que dis-je, à la tête de cette Ferrari de la France, notre nouvel ami Christian Poncelet. Physiquement, il ressemble un peu à Raffarin, je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est-à-dire que vous savez, on dirait un manager de boxe, c'est le gars qui est derrière et qui met le protège-dents au gars qui dit « Vas-y petit, vas-y petit, soigne ton gauche ». Enfin, ils disent « Non, vas-y petit, soigne ta droite ». Et puis, ils ont en commun cette allure étrange, Poncelet et Raffarin, cette drôle de façon de se tenir, comme s'ils étaient accrochés à un porte-manteau dans le dos. T'as remarqué ? C'est vrai, Raffarin, vous avez remarqué ? Bon. Dans la séance, donc hier, séance d'ouverture, 25 ministres ou secrétaires d'État s'était rendu au Sénat, ce qui prouve l'importance que le gouvernement attache à la noble Assemblée. Dans l'hémicycle, par contre, il y avait tout au plus une douzaine de sénateurs, ce qui prouve l'importance que les sénateurs attachent à des RIC diffusés à la même heure à la télévision. Bah oui. Bah si. Donc, hier, la séance commence. Alors, Poncelet s'installe, va pour lancer la séance, mais il est obligé d'attendre. Je vous ferai écouter le son lundi. Il est obligé d'attendre, car voilà que ça se met à siffler dans tous les coins, Carmouze. C'est-à-dire que ce sont les sonotones, je vous jure que c'est vrai. Comme on a eu, non, c'est parce que vous êtes moqué l'autre jour, et donc... Ce sont, vous avez tous les sonotones dont les fréquences s'interfèrent et ça se met à faire des larcènes. J'ai cru qu'ils diffusaient un concert de Jimi Hendrix à un moment. Une fois que chacun eut réglé sa prothèse auditive, M. Christian Poncelet finit par lancer la séance. Alors, il a le même tic de langage que ma concierge, il a un problème avec les finales des mots. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il dit « Monsieur le ministre ». Donc, il a commencé en disant « Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres », et bon. Et alors, l'important pour lui, vous voyez, il ouvre une session sénatoriale, enfin, truc, bon, l'important pour lui, c'est le délai. C'est-à-dire dans son discours d'ouverture, c'était 2 minutes 30 pour les questions, 2 minutes 30 pour les réponses. Il n'y a pas eu de truc de fond sur la politique de la France. Bon. Et alors, il donne la parole à un de nos nouveaux amis de droite, retenez bien son nom, Henri de Raincourt, sénateur, donc Henri de Raincourt. C'est un mec des Républicains indépendants. Je ne savais pas que ça existait encore. C'est-à-dire qu'ils sont élus pour tellement de temps qu'il y a des vieilles formations politiques, il y a même des SFIO, il y a même des radicaux. Il y a même des gars qui demandent avec insistance la démission de Vincent Auriol et tout ça. Bon, enfin bref. Il y a un groupe indépendant et paysan toujours. Autant vous dire, non mais républicain indépendant. Et autant vous dire que on dirait, si vous voulez, pour vous donner une idée, on dirait un défilé de mode d'Ormeuil. Si vous avez Armani, vous avez présenté des jeunes mannequins aux cheveux peroxydés et tout. Bah là, c'est des vieux mannequins, décolorés aussi, parce qu'ils ont tous un reflet blanc comme Carmouze. Alors, donc, Henri de Raincourt pose sa question, et c'est là que j'ai compris ce que signifiait l'expression « un train de sénateur ». Ça donnait « Je voudrais demander à monsieur le ministre de la Défense
bien qu'une réunion concernant le sujet soit prévue la semaine prochaine, s'il serait susceptible de nous donner des indications sur la position du gouvernement vis-à-vis de l'Irak. Et à la fin, Poncelet, à la fin de la question, il annonce, vous savez, comme si le type avait tenté un record du monde. Il dit « Henri de Rincourt, 2 minutes 21 !» Temps respecté. Temps respecté. Je vous assure. C'est-à-dire que le mec pose une question sur une possible guerre avec l'Irak et l'autre en douce. Temps respecté, 2 minutes 21. Et c'est là que j'ai compris que finalement, on est heureux d'être à droite. C'est simple, vous voyez, la droite, il n'y a plus de problème, il n'y a plus rien. C'est une espèce d'insouciance comme ça. Le tout, c'est que votre temps soit respecté, Oui. Guy Carlier. Mais, non, mais vous savez, ça me fait penser, c'est un bonheur, ça me fait penser à l'île aux enfants. Vous vous rappelez de l'île aux enfants? Tu connais l'île aux enfants? On va chanter. Alors, vous voulez qu'on chante? Voici venu, c'est ça, Hein? Alors voilà, je vais vous donner un petit... Voilà. Voici venu le temps des rires et des chants, la droite au gouvernement, c'est tous les jours le printemps, c'est le pays joyeux, des réacs heureux, des monstres gentils, oui c'est un paradis. Voilà, bah oui, ça c'est la droite. Il y a quelque temps, nous recevions Laurent Gérard avec Muriel Cousin, Michael Sadler, Bruno Mazur, les chroniques de Guy Carlier et Gilles Tessier. Oui, la scène qui suit a eu lieu pendant l'émission Attention à la marche, présentée par Jean-Luc Reichmann, un jeu qui n'est qu'un prétexte grossier à poser des questions de cul, comme dans Les Amours de France 2. Donc le week-end dernier, Reichmann interroge un candidat. Et vous, Michel, est-ce que vous parlez pendant l'acte sexuel? Le candidat, non, jamais. Ah si! Une fois, je me suis trompé, j'ai appelé ma femme par le nom de la chienne. Alors, à cet instant, je voudrais que nous ayons une pensée pour l'épouse de ce monsieur qui, tout d'abord, a vécu cette scène particulièrement pénible, c'est-à-dire qu'elle était en plein délire sexuel du style « Oh oui, vas-y Michel, vas-y Jésus, Marie-Joseph, qu'elle est grosse, tout ça, ma parole, vous êtes plusieurs. » Enfin bon, bref, tous ces mots d'amour si délicats qu'affectionnent les femmes amoureuses. Quand tout à coup, elle a entendu son mari lui dire « Oh, toi, Pépette, tu me rends fou. Vas-y, aboie, mais aboie donc, salope de Pépette. » Ce jour-là, la pauvre fille humiliée en a pris pour 5 années de psychanalyse. Et voilà que dimanche dernier... alors sans compter le chien qui a rappliqué en se demandant ce qu'on lui voulait. Et voilà que dimanche dernier, alors qu'elle commençait à aller mieux, hein, bon, vous imaginez les séances de psychanalyse, elle arrive chez le Toubi, bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va mieux, docteur, j'essaie d'oublier cet incident pénible. Le psy, bon, bah alors quand vous aurez fini de pisser aux 4 coins de mon bureau pour marquer votre territoire, on pourra commencer la séance. Et donc, elle allait quand même mieux. Quand soudain, dimanche dernier, voilà que son mari raconte cette scène tragique en rigolant à des millions de téléspectateurs attablés devant le roast-beef dominical. Donc là, du coup, elle est repartie pour 5 années supplémentaires de psy, mais surtout, elle a pris conscience qu'elle était mariée au roi des cons. À propos de cons, il y en a un autre qui a fait très fort, c'est le comptable de la mairie de Paris, c'est que chaque jour amène son lot de révélations sur les frais de bouche des Chirac. Donc hier, François nous révélait que dans cette affaire, le comptable avait truqué les écritures, mais de manière très grossière. Par exemple, il y a une facture de 8 000 francs, le type rajoutait un 1 devant, vous voyez. C'est-à-dire qu'il ne cherchait même pas à mettre la même imprimante, il rajoutait ça au stylo Bic, ce qui était complètement... Et donc, voilà. Mais le chef-d'œuvre de ce comptable imbécile reste sans conteste les écritures bidons, puisque la commission d'enquête a trouvé dans la compta des frais de bouche des Chirac, donc je le rappelle, une facture de 30 000 francs de frais d'achat de matériel de camping. Alors, 30 000 francs, vous imaginez, 30 000 francs de matériel de camping, moi, ça me paraît particulièrement cher. Bon, c'est dommage, nous n'avons pas autour de cette table des spécialistes de l'attente, à part certains qui... Non, c'est vrai, je me suis laissé dire, Stéphane, que lors de vos stages naturisme et mythologie auxquels vous participez à Mykonos, l'hébergement se fait sous des villages de tentes. Mais même à Mykonos, une tente à 30 000, c'est quand même exagéré. On peut les avoir gratuits. C'est un prix de saison. Enfin, le plus étonnant, c'est quand même dans cette affaire de se demander pourquoi les Chirac ont acheté du matériel de camping. Remarquez, c'est pas nous qui sommes de droite.
depuis si longtemps qui allons nous indigner alors que voilà un président qu'on avoue hégémonie parce qu'il était sous prétexte qu'il prenait des vacances dans un palace de l'océan Indien sous Seychelles, je crois. Et on va pas. Qui viendrait? C'est pas nous qui allons lui reprocher maintenant de partir en vacances en camping à la Grande Motte. La Grande Motte, c'est pas Bernard. Non. Non, surtout que Chirac en camping, je le vois bien, moi, c'est devant sa table en fer, à siroter une Corona en short, en socket de nylon, tout ça, pendant que Bernadette, avec son élégance naturelle, s'en va dans l'allée du camping en tenant son rouleau de PQ à la main. Bon, alors, mais je crois que... Bah oui, c'est comme ça dans les campings. Je crois que le plus... Ils ont leur rouleau Le plus con de tous, c'est quand même cet Allemand qui, la semaine dernière, décide de braquer une banque. Le type, vous avez vu ça, le type repère les lieux, prépare son matériel, un faux revolver, une cagoule. Et comme il n'a pas de cagoule, il prend un sac. Enfin bon, il arrive devant la banque, il sonne, on lui ouvre le sas, il rentre. Et là, hop, il met sa cagoule. Et il s'aperçoit qu'il a oublié de faire... de faire les trous pour les yeux. Donc, il est comme un con, il est dans la banque. Et il se dit, bon, je vais pas l'enlever. Comme il avait repéré les lieux, il y va à tâtons, il se cogne dans des colonnes, pardon madame, et tout. Enfin bon, il arrive face au caissier. Et il ne sait pas très bien s'il est face au caissier. Donc là, il enlève la cagoule. Donc le mec le voit, il le braque. Manque de peau, le gars n'avait pas la clé. Donc il décide de repartir en se cachant. Il met sa main devant les yeux et détourne le visage. Et là, il voit une caméra de télésurveillance. Alors il fait comme, c'est le réflexe de tous les blaireaux qui sont... nous retrouvons maintenant notre journaliste en direct du lieu. On a retrouvé cette pauvre femme. Et puis t'as les cons derrière qui font coucou. Et oui, c'est là que nous avons retrouvé le corps de cette pauvre femme qui a été tuée, dépecée, etc. Ils disent coucou tata et tout. Et ben lui, il fait pareil à la caméra de surveillance de la télévision. Voilà, je vous l'ai dit, ça fait longtemps. À chaque fois qu'on voit une caméra, les gens deviennent complètement cons. C'était Guy Carlier. Alors, cher Guy, aujourd'hui, vous écrivez, m'avez-vous dit, au sadomaso. Oui, car j'ai lu dans France Soir l'incroyable histoire, donc authentique, sinon ça n'aurait pas de sens, d'un masochiste, d'un sadomasochiste suisse qui a traîné sa maîtresse, oui, suisse, un sadomaso suisse, ça doit être un mec qui fait des études pour être capitaine au long cours. Enfin bon, le mec, il a traîné, non, sérieusement, il a traîné sa maîtresse en justice, alors que d'habitude, c'est elle qui le traînait, vu que le gars, voilà, elle est faite lors de certaines séances qui font la joie de certains participants poètes du Fou du Roi. Le plaignant, donc, dans le fantasme, était de jouer le toutou à sa mémère, était agenouillé, donc, au pied de sa maîtresse, totalement nu, et, suivez bien, le pénis percé par un anneau relié au pied du lit par une chaîne. Comme tout le monde. Comme un truc normal. Jusque-là, tout va bien. Après quelques préliminaires, au cours duquel il urina par terre pour marquer son territoire, sa maîtresse, en colère, là, ce dit, lui a ordonné de faire le beau, en lui donnant un coup de cravache. Donc là, le monsieur, il s'est exécuté au bord de l'extase à cause du coup de cravache, mais il s'est relevé brutalement en oubliant... Eh oui, en oubliant l'anneau, le machin, le pied de lit et tout ça. Ça lui a provoqué, donc, dit François, une déchirure... Ah oui, c'est très dur. Ah ouais, mais j'ai beaucoup de mal. Une déchirure... Arrête, il va avoir peur de l'attraper après. Mais oui, mais vous, c'est parce que vous n'êtes pas du club. Lui, ça, sur le coup, évidemment, il a eu un orgasme. La douleur était tellement intense, vous voyez. D'ailleurs, il saignait et tout. Il disait, je suis le Seigneur des Anneaux. Bon, alors... Seulement, quelques jours plus tard... nous dit François, comme ça ne cicatrisait pas, il a dû se faire opérer. Bon, là encore, il a demandé à ne pas être anesthésié pour avoir un peu de plaisir, bon, tout ça, mais seulement depuis, il souffre, nous dit le journal, quand il fait pipi, donc il a porté plainte en réclamant un précium doloris. Alors, je vous signale que le précium doloris, c'est quand même une indemnisation pour souffrance corporelle, ce qui est quand même un comble pour un sadomaso. Donc, le tribunal l'a débouté en considérant, je cite, que ses fonctions essentielles étaient préservées. C'est-à-dire, le mec, il a mal tout le temps, ses fonctions essentielles sont préservées, donc il a été débouté. C'est authentique, c'est dans dégoûtant. C'est dégoûtant. C'est un joli conte de Noël. Voilà. Je préférais encore mon histoire. Non. Alors, à propos de sadomaso, samedi, j'ai regardé Star Academy. Il faut vraiment être sadomaso pour regarder ça, mais je ne regardais pas les candidats. Je vous dis quand même, pour information, sachez que c'est le grand con qui chantait faux, là, Georges Alain, celui qui faisait tout le temps la gueule, qui a été viré. Donc lui, on n'en parle plus. Il a été viré, Georges Alain ? Oui, c'est fini. Non, j'ai regardé parce que je suis fasciné par le grec, Nikos.
Non. Vous aussi? Oui, moi, j'ai bien connu aussi pas... non, je l'ai connu parce que c'est un garçon que j'ai connu personnellement lorsqu'il travaillait avec Christine Bravo dans Union Libre. Et c'est un type, je vous assure, c'est un type intelligent, c'est un excellent journaliste. Il a présenté le 20h Academy, à la télévision grecque. Oui, oui. Et... C'est vous dire. C'est vous dire. Non, mais c'est vrai. Et... il porte magnifiquement la jupe d'Evzone. Non. C'est un garçon très intelligent et qui déteste la trash TV. Bon, il fait ça, il a vendu son âme au diable, c'est le truc. Seulement, dans ce rôle de présentateur, ça le fait pas. Il est nul. Vous voyez, par exemple, il sait pas quoi dire aux interprètes après qu'ils aient chanté. Il peut pas leur dire c'est bien. Non. Alors non, mais je vous explique. L'autre jour, il y avait Ophélie Winter. À la fin de sa chanson, il s'approche d'elle, il lui dit « Alors, Ophélie ?» Bon, là, il savait pas quoi lui dire. Il allait pas lui demander qu'est-ce que ça fait d'être déjà has-been et tout. Bon, enfin, non. Donc, il lui dit « Alors, Ophélie ?» Et puis là, il y a un blanc, vous voyez, il dit « Comment tu fais les en dans ta chanson ?» Vous voyez ? Bon, alors l'autre, quand même, interlocuteur, il est con, mais en face de lui, l'autre, il est encore plus. Donc elle fait, je fais en. Et alors là, Nikos conclut, beaucoup de magie, en tout cas. Oui, parce que il a deux phrases de résolution de ses interviews. C'est soit beaucoup de magie, en tout cas, ou merci, c'est rien que du bonheur. Et il dit que ça à chaque fois. Merci Jane Birkin, c'est rien que du bonheur et tout. Bon, voilà. Alors, vous allez me dire, il a vendu son immobiliable. Ça arrive à tout le monde. Moi-même, la semaine dernière, je me suis retrouvé chez Sophie Davant, qui m'a ressorti, comme quoi, qui m'a dit « Ah, bah tiens, tel jour, vous avez dit que mon émission était le degré zéro de la télévision. » Donc là, j'ai fait comme vous, Stéphane, j'ai sorti. Mais bon, c'est vrai qu'on a tous des moments comme ça, c'est la promo, machin. Seulement, il y a des limites à la compromission, et samedi, Nikos les a franchis. Alors, il faut savoir qu'il y a des codes dans Star Academy. Hein. Par exemple, pendant les chansons rapides, vous avez la directrice, vous connaissez la directrice, Alexia Laroche-Joubert. Vous la reconnaîtrez, elle a les dents jaunes. On dirait qu'elle a du gruyère collé, c'est répugnant. Oh. Et elle danse, elle twist pendant les chansons rapides. Si vous voulez, on danse pendant les chansons rapides et on pleure pendant les chansons lentes. Vous voyez ? Donc, pendant les chansons rapides, vous avez donc la Roche-Migène qui danse. Et alors, pendant les chansons lentes, vous avez Armande Altaï, qui, elle, devient de plus en plus vieille. Et alors, elle a les dents rouges à cause du rouge à lèvres. Et l'autre prof, Raphaël aussi. C'est-à-dire, vous voyez les deux profs avec le rouge à lèvres sur les dents et la directrice au milieu avec le gruyère, ça fait le drapeau espagnol. C'est vrai. Donc, dans Star Academy, il y a danse pendant les chansons rapides et larmes à la fin des chansons lentes. Donc, à un moment, samedi, Lara Fabian chante en duo avec une élève. Donc, comme d'hab, Lara Fabian nous fait le coup de l'émotion frelatée, des larmes sur commande. C'est l'histoire du poil de nez que je vous ai déjà raconté. Vous retournez, vous arrachez discrètement un poil de nez, vous avez une grosse larme qui sonne comme ça. Donc, à un moment, la voix, elle se redit « Je t'aime !» Et elle revient. Et puis, en plus, elle a des gros gneux globuleux, de grosses larmes. Et alors après, elle dit, merci pour tant d'amour. En fait, tu penses, c'était le poil qu'elle avait. Alors, à cet instant, Houssine, l'un des deux candidats, celui qui est papa, et donc on nous a déjà vendu l'ennui de son... Il s'ennuyait de son fils. Il y a ce scénario-là dans tous les Star Academy, dans tous les pays. Vous qui voyagez beaucoup, Stéphane, qui allait au-delà de Strasbourg. Non, mais en Allemagne et tout, vous avez le père qui a un enfant et qui s'ennuie de l'enfant, et donc on voit le truc, lui on l'a vu au début, depuis il n'en parle plus de l'enfant, mais enfin bon, de temps en temps on le remet un coup pour l'émotion. Donc Houssine, celui qui est papa, dont la production donc avait scénarisé le manque de son enfant, c'est bon, ça coco, tout ça, donc il avait les larmes aux yeux comme on lui avait dit à la répétition, après, bah oui, lui aussi, bon, et tu vas voir, quand Lara Fabian pleure, à la fin, tu te tires un poil de nez, bon, donc Houssine avait les larmes aux yeux, et c'est là que Nikos a plongé dans l'immonde, il lui dit... Alors, Houssine, j'ai vu des larmes dans tes yeux. Pourquoi ? L'autre n'allait pas dire, parce qu'on me l'a demandé à la répétition. Donc, il répond rien. Et là, l'autre insiste, mais ces larmes dans vos yeux, Houssine, je crois que je sais pourquoi. Houssine, là, vous pensez à quelqu'un qui vous manque, à votre enfant. Voyez. Et donc, à cet instant, c'était plus Nikos ta mère, c'était Nikos ton fils, Nikos la dignité. Et voilà. Et si Nikos a vendu son âme au diable, que dire de Libération ce matin ? Ne l'achetez pas, volez-le ou regardez la dernière page. Vous savez, là où il y a le portrait, généralement assez intéressant. Je vous explique. Aujourd'hui, il y a une page de pub. C'est la SNCF qui a fait cette pub. En gros, il y a écrit « La fraude, c'est 200 millions d'euros par an. Autant de services en moins. »
C'est-à-dire, toi qui fraudes, c'est à cause de... Vous savez, dans les gares, en ce moment, ils dessinent des bancs sur les murs et ils disent, s'il n'y avait pas les fraudeurs, entre parenthèses, les petits Arabes qui sautent par-dessus les trucs, il y aurait un banc ici. Et ils vous dessinent le banc, vous voyez, sur le mur. Donc, la SNCF, c'est bien. C'est pas du tout sur la sécurité dans les trains, c'est surtout sur la fraude, donc les 200 millions qui manquent. Vous voyez, ils nous préparent la privatisation, vous avez compris. Donc, ce que je veux dire simplement... C'est que Libération, c'est l'argent du que ce soit aussi. Libération. Je me souviens à une époque, le Père Noël est une ordure avait été interdit. J'ai pas joué dans le Père Noël. Non, mais par association d'idées, avait été interdit d'affichage dans le métro et dans les trains. Et là, maintenant, la SNCF fait de la pub pour la fraude. Alors, je vous signale quand même qu'il y a écrit la SNCF prend des nouvelles mesures contre la fraude. Dépôt de plainte systématique à l'encontre des fraudeurs voyageant habituellement sans billet. Condamnation inscrite au casier judiciaire. Ça se trouve dans la dernière page de Libé, que Libération, le symbole d'une certaine forme d'insoumission, puisse être l'objet d'une telle merde pour des recettes. C'était le symbole d'une certaine forme d'insoumission en 1912. Ça fait longtemps que ça l'est. Libération ressemble désormais à Serge Julie, le journal s'habille en dormeuil, se coiffe en arrière, et fume des cigares. Il y a quelques jours, Libé se demandait dans un article dans François, qui étaient les nouveaux réactionnaires, outre ceux qui sont autour de cette table. Ce matin, dans Libé, on connaît la réponse. C'était Guy Carlier.